Assalamu alaikum, bienvenue dans cette vidéo qui s'intéresse au cours numéro 5, intitulé La révolution industrielle, ses causes. Ce cours sera suivi bien évidemment de deux autres dans la même série de la révolution industrielle concernant les conséquences d'une manière générale et les conséquences sur l'architecture et les nouvelles technologies de construction. Alors, le contenu du cours, on va donner une définition très rapide de cette notion de révolution et révolution industrielle, les éléments déclencheurs de cette révolution industrielle, les principales inventions et les différentes transformations en ce qui concerne le contexte social, économique, culturel, artistique, et on terminera avec le contexte urbain et démographique, c'est-à-dire quels sont les changements qui ont eu durant cette période du temps. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien faire un point dans le temps, c'est-à-dire par rapport le contenu de la matière à partir du premier cours jusqu'à maintenant. Nous avons abordé la Renaissance, les années 1400-1500, qui s'est caractérisée par un retour vers l'architecture romaine, découverte des écrits de Vitruve et invention de la perspective. C'est suivi par le baroque en Italie. C'était une architecture bizarre qui avait un objectif religieux, glorifier la papauté et l'Église catholique. Cela a été suivi par ce qu'on a appelé le classicisme, qui était une architecture différente en France pour la glorification de la monarchie. Puis, cette architecture qui était très sobre et dénuée de décoration a été critiquée et on a voulu prendre une structure classiciste et la surcharger de décoration, ce qui a donné le rococo. Ça, c'est dans le volet architecture, c'est-à-dire style architectural. En parallèle, il faut savoir que durant la période de la Renaissance, on a eu la naissance de, de ce personnage qui est l'architecte maître de l'œuvre, c'est-à-dire l'architecte qui dessine des plans, qui gère par sa conception, qui dessine des dessins en perspective, et maintenant on l'appelle maître de l'œuvre. Avant c'était un maçon, c'était des maîtres charpentiers. Les années 1500-1600, c'était l'avènement du rationalisme, les philosophes, les siècles des Lumières, avec René Descartes et son discours de la raison, l'abbé de Cordemoy et ses nouvelles qualités de l'architecture. Lui, la fois passée, il a critiqué l'ornement et on a commencé à discuter de cette logique de décoration. Ça marche pas, pourquoi on le fait, etc. Et Hawa, il a remplacé l'utilitas firmitas venustas de Vitruve par ordonnance, distribution et bienséance. On a aussi parlé de Claude Nicolas Ledoux et Étienne Louis Boulet, qui étaient des visionnaires qui ont anticipé, qui ont pensé à une architecture parlante, une architecture d'une approche stéréométrique, qui essaie de trouver des solutions à l'abandon de la décoration. Et là, c'est la révolution industrielle. Donc, on a quelque part dans les années 1700. Tout d'abord, la notion de révolution d'une manière générale, c'est une rupture brusque et violente. C'est un changement d'une structure politique ou sociale. Qu'est les révolutions politiques, par exemple, un peuple qui aura son développement ou sa libération. Qu'est l'évolution d'une société sur le plan économique, donc une révolution. Par exemple, la révolution agricole des néolithiques, elle a permis à l'être humain de passer du statut nomade à un statut de sédentaire. La théorie de la relativité d'Einstein et la révolution industrielle et d'autres. Par exemple, c'est la révolution numérique. Regardez par exemple une scène dans les années 1900. Là, les gens lisaient des journaux, voilà, papier. Là, maintenant, c'est autre chose. D'ailleurs, ça a créé des maladies à la nuque, etc. Entre parenthèses. Le numérique, l'Internet, c'est une révolution le 21e siècle. Pour la révolution industrielle, donc, ce sont une série d'inventions et de développements technologiques très rapides qui a eu lieu à partir des années 1750 à peu près. Ça a été caractérisé par deux types. La première révolution, c'était la machine à vapeur, l'industrie, les usines. La deuxième, c'était l'énergie.
Donc, c'était on a découvert les machines, comment on peut faire construire les choses et fabriquer les choses rapidement à travers les machines, en utilisant les machines. Et la deuxième révolution, c'était la course vers les énergies, l'électricité, le pétrole, etc. Alors, pour la première, on va essayer de passer rapidement. L'élément déclencheur quand à la révolution industrielle, c'est en Angleterre. Tout simplement parce que l'Angleterre, c'était un pays qui encourageait les inventeurs et les encourageait par les prix. Donc, il protège les inventions par des brevets et encourage les chercheurs par des prix. Donc l'Angleterre qui a un milieu très favorable à la recherche technologique. Tout ce qui est industriel, tout ce qui est recherche technique et technologique, un endroit en Angleterre et en Belgique. Donc l'Italie c'était l'art et c'était la décoration, etc. La France c'était le rationalisme, les philosophes. L'Angleterre et la Belgique c'était l'industrie. Et ça c'est la machine qui a bouleversé le monde, c'est la machine à vapeur de James Watt. C'est-à-dire en chauffant de l'eau, on peut créer un mouvement linéaire qui peut se transformer en mouvement euh, de rotation où il va entraîner des machines. Cette première révolution a été caractérisée par une très grande... euh, cette première révolution a été caractérisée par un boom démographique, donc le nombre de la population il a augmenté et leurs besoins aussi. Donc on a un besoin énorme. Le textile, l'agriculture et bien évidemment par la suite, tu as les constructions. Il y a beaucoup de monde, donc il faut construire beaucoup. Donc, dans les débuts de cette révolution industrielle, on a essayé de trouver un moyen comment changer les méthodes de travail, مثلاً en agriculture, comment utiliser une machine en agriculture. La même chose pour le textile. On a essayé de trouver comment utiliser les mouvements mécaniques et les machines pour avoir un rendement supérieur. Donc, بدينا l'agriculture, puis développement de l'industrie textile. Par exemple, au début, l'industrie textile c'était quelque chose de manuel, une toute petite, un tout petit appareil, mais par la suite c'était des machines. Donc là, en architecture, ce qui nous intéresse, c'est que cette machine elle a une taille et elle a besoin d'un espace. Ou ça a créé un nouveau besoin. C'est-à-dire, le premier effet de la révolution industrielle, c'est que la création des ateliers, le travail manuel qui ne nécessitait pas beaucoup d'espace, ni pour le stockage, ni pour le travail, ni un nombre important, ça a changé. Avec l'avènement des machines, on a besoin d'une grande surface qui est couverte et qui doit abriter les ateliers. Cette machine à vapeur qui fonctionnait avec le charbon comme énergie, puisqu'il n'y avait pas de pétrole, il n'y avait pas d'électricité. Donc l'énergie, le charbon, le coke. Ça a créé un besoin. Donc tout d'un coup, il y a beaucoup de machines qui demandent, voilà, qui utilisent le charbon. Il y a une forte demande une forte demande de cette matière. Il a engendré l'ouverture des mines de charbon. Bien évidemment, les mines de charbon, les mines, c'est les outillages en métal, où on a comment développer l'industrie métallurgique. Donc, le développement de cette industrie métallurgique au début, c'était juste pour servir les mines, pour avoir plus de charbon, pour faire fonctionner les machines. Donc, au début, les mines ont transporté le charbon à travers, par le moyen de locomotion classique, c'est-à-dire les bêtes. En 1855, M. Henri Bessemer il brevette un convertisseur, donc une machine, qui permet d'avoir et de produire l'acier. Parce qu'avant l'invention de ce convertisseur, on ramenait le fer sous forme brute, نحطه في un four يعطينا la fonte. La fonte اللي هي حديد الزر. C'était un matériau cassable.
Donc il contenait beaucoup d'impuretés, donc c'était pas un matériau pur, et aussi il se casse. Avec l'invention de l'acier, on a un matériau moins cher, plus flexible. Donc le hadid maintenant, on peut le tordre, on peut le manier souple, donc نقدر نعوجوه بطريقة سهلة. Et en plus, il est plus solide. Et atteint par la suite l'industrie de sidérurgie. Donc la métallurgie d'une manière générale. On a toutes ces industries qui s'intéressent aux métaux. La sidérurgie, donc, c'est l'industrie de l'acier. Donc, pour expliquer très rapidement ce qui se passe, c'est qu'au début, on dit le minerai de fer et le charbon, on fait un fourneau et on a Sohara, la fonte, ça fait la situation classique. Avec l'utilisation de cette invention, le convertisseur, il y a l'acier avec des laminoirs ou là avec un martelage. On peut avoir des tôles, des barres, des rails, des poutrelles. Et qu'on a les produits de l'acier qu'on connaît actuellement. Donc pour faire une petite comparaison rapide entre l'acier et la fonte, c'est-à-dire les deux matériaux ça c'est le premier pan métallique important au monde, Iron Bridge en Angleterre, ça c'est en fonte. Donc si on va essayer de zoomer un petit peu, on va voir qu'ici les relations entre les différentes pièces, c'est pas de la soudure, mais beaucoup plus c'est des rivets. Et on remarque que le contour n'est pas vraiment lisse et bien fini. Donc tout est riveté. Maintenant, une soudure. Par la suite, le besoin, le besoin permanent des matériaux de construction et surtout de charbon nous a poussé à faire une recherche pour développer les moyens de transport. Donc on a inventé la locomotive, c'est-à-dire le chemin de fer. Donc il faut savoir que le chemin de fer, on ne l'a pas utilisé pour transport des personnes, mais c'était beaucoup plus pour transport du charbon, des matières premières à partir des mines. Donc là, on peut voir, par exemple, Naya, c'est en 1825, où il y a beaucoup de wagons destinés à la matière première et peu pour le transport. Puis il y a eu le développement des autres moyens de transport, notamment le transport maritime. Toujours, on développe la machine pour le transport, par exemple à travers les bateaux. Donc la révolution du transport a encouragé les échanges et les déplacements. Donc maintenant, en Italie, en Espagne, c'est possible. Bon, vous allez me dire que même avant, c'était possible. Oui, mais c'était pas très sécurisé, c'était pas des machines développées où on utilisait les voiliers, donc il y a thème de le vent. Maintenant, c'est des machines. Donc, c'est plus rapide, c'est plus libre. Donc, les villes connaissent une grande croissance. Si on essaie de faire une réflexion, c'est-à-dire c'est quoi l'influence du transport et la croissance des villes sur le contexte, on a besoin de nouveaux types d'édifices. Exemple. Exemple, avant l'invention du chemin de fer, on n'avait pas de gare. Et du moment qu'on a la locomotive et le train et les différents chemins de fer, donc on a la naissance d'un nouveau type d'édifice, qui est la gare de train, les ateliers de maintenance, les wagons, etc. Donc l'architecture elle se développe très rapidement. Ce n'est plus la même typologie de bâtiment qui est en train d'être répétée, mais on a de nouveaux types qui émergent, comme les ateliers d'entretien, les gares, etc. Donc on peut aussi, à travers les moyens de transport, exporter vers des destinations lointaines. Et bien évidemment, les destinations lointaines, on les a utilisées pour chercher les matières premières, ce qui a donné la colonisation et l'impérialisme. La colonisation d'Algérie, donc ils sont venus ici pour chercher la matière première. Donc la course vers l'énergie, au début.
La deuxième révolution, c'est une révolution qui ne concerne pas les machines et le transport, elle concerne beaucoup plus l'énergie. Donc, à la fin des années 1800, on a eu l'invention des principes de l'électricité. Donc, tout d'abord la pile, puis avec Ampère, il y a les principes de l'électricité. Graham qui invente le générateur électrique, le dynamo. 1850, le pétrole. Très rapidement, on a eu le réseau électrique d'une manière plus généralisée. C'est-à-dire la fin des années 1850, on utilisait le pétrole comme une énergie pour créer de l'électricité, pour générer de l'électricité. Si on essaie de faire une petite réflexion, quel serait l'avantage ou la transformation qu'ont subi les villes grâce au réseau électrique? Imaginez des villes de Moyen Âge qui ne sont pas pourvues d'électricité. Si on essaie de les comparer avec les villes des années 1800 qui sont pourvues d'électricité, on va trouver que le niveau de vie est différent, la qualité de vie est différente. Tout d'abord, l'éclairage public, l'avènement de l'éclairage public, ce qui veut dire que les gens peuvent circuler et vivre la nuit puisqu'il y a un éclairage. Et l'avènement des tramways électriques. Les villes, durant cette période, c'était carrément un milieu de vie très agréable. Donc il y avait de l'éclairage, il y avait de l'électricité, il y avait des moyens de transport très importants, etc. Par rapport à la campagne, on n'avait pas ce statut très développé. La fin des années 1800, on a eu l'avènement de la voiture comme moyen de transport individuel, mais chez collectif, parce que le tramway c'était un moyen collectif. Henry Ford, il a bouleversé le monde du travail en développant le travail en chaîne. Travail en chaîne, c'est-à-dire dans une usine, chaque personne fait juste une seule tâche. Donc, par exemple, on a une pièce qui doit être assemblée en 5 étapes. Chaque ouvrier va juste faire un seul geste durant toute la journée. On a la réflexion de Descartes, le précédent cours, les ganabli, une tâche qui est faite par une seule personne en une seule fois est plus parfaite. Donc là, on a utilisé ce principe. Avec la voiture de Monsieur Ford, la Ford T en 1908, ce qui était une voiture populaire qui s'est vendue en plus de 16 millions d'exemplaires. Donc, essayons d'imaginer un peu la scène. Des villes moyenâgeuses, les m'affirment la voiture. Si on essaie de les comparer à des villes et où il y a beaucoup de voitures. Donc, il y a quand même ici un changement. Donc, l'avènement de la voiture va influencer la ville. Comment il va l'influencer? Tout d'abord, il va influencer sa morphologie, puisqu'on a besoin d'un espace pour assurer la circulation de la voiture. Donc le tracé médiéval qu'a critiqué Descartes, où c'est des rues sinueuses, où les tournants étroites, etc., en fin de compte, il devient un tracé qui n'est pas fonctionnel, qui ne peut pas accueillir et recevoir la voiture. Donc la morphologie de la ville, où est une ville avec des rues et larges pour accueillir la voiture, etc., jet bad l'invention de la voiture. Par la suite, on a les bus, les camions, les tracteurs agricoles. On a énormément de machines qu'on utilise dans le milieu agricole. On essaie de faire une réflexion. Ça serait quoi la conséquence d'utiliser des machines, des tracteurs en agriculture? C'est-à-dire, où iront les agriculteurs et les paysans qui n'auront plus de travail? Donc, il y a une autre conséquence. Donc, la main-d'œuvre agricole se trouve en surplus. Donc, avant,
مثلا dans un champ, on avait besoin, dans une ferme, on avait besoin de 20 ouvriers. Maintenant, on a besoin de 3 ouvriers uniquement. Donc les 17 autres, ils vont chômer et bien évidemment, ils vont chercher du travail là où il y a du travail. Le travail, c'est au niveau des villes. Donc la main-d'œuvre commence à envahir les villes et on a eu ce qu'on appelle l'exode rural اللي هو النزوح الريفي. Donc في المرحلة دي كاين un déséquilibre entre la ville et la campagne. La ville fait une qualité de vie intéressante, l'électricité, les chemins ferment la voiture, le travail, etc. Et la campagne qui est dépourvue de tout ça. On dit que la population s'urbanise, c'est-à-dire la population elle devient urbaine parce qu'avant elle était rurale. On estime par exemple que 50% de la population anglaise en 1800 était urbaine. Voilà en ce qui concerne les éléments déclencheurs et les premières conséquences générales de la révolution industrielle. Maintenant, on va aborder des transformations dans différents contextes. Tout d'abord, le contexte économique. Donc, on a la naissance du capitalisme, la naissance des cartels. C'est-à-dire le capitalisme, il y a Rasmalia, c'est-à-dire tout d'un coup, tout le monde devient commerçant, on s'intéresse beaucoup à l'industrie. La richesse, elle est détenue par les industriels. Les cartels, les cartels des industriels qui se regroupent pour manipuler le marché et pour le gérer. Euh, pour l'histoire, par exemple, la première lampe qui a été inventée, elle avait une durée de vie très longue. Mais les cartels, ça ne les intéressait pas. Parce que si une lampe dure longtemps, on ne va pas vendre beaucoup de lampes et il fallait chercher une solution. Donc les industriels, au lieu de faire de la concurrence entre eux, vont travailler ensemble pour gérer et manipuler le marché. Donc هنا هذو كامل يعطيونا le pouvoir économique ou la détenu par une certaine portion de la population qui devient très très riche. وكان عندنا des mouvements qui étaient favorables à ça et des mouvements qui étaient contre ça, qui met le socialisme. Bien évidemment, on a les bourgeois et les industriels qui gagnaient beaucoup d'argent, ou des patrons ont le pouvoir. Donc le pouvoir, la période de vie, c'était le pouvoir de l'argent. Les nobles sont surpassés et leur dominance est difficilement rattrapable. C'est la fin des nobles. C'est-à-dire, la puissance, c'est pas pour l'Église, c'est pas pour le volet religion. La puissance, c'est pas aussi pour les nobles, parce que les nobles, ils ont la terre, ils n'ont pas de véritable richesse, ils n'ont pas d'argent. Donc l'argent, c'est pour les patrons qui ont 2 usines. Et là, c'est la fin des nobles. D'ailleurs, durant cette période, il y a eu la chute de beaucoup de monarchies où on est passé vers des régimes beaucoup plus démocratiques. Dans le volet social, on a la naissance de la classe moyenne. Donc là, on a une stratification sociale ou la naissance aussi du prolétariat. Le prolétariat, c'est une catégorie sociale, tu as des ouvriers qui travaillaient pour des tâches lourdes, fatigantes, mais qui n'avaient pas de rémunération importante. Donc il y a de l'amila, donc c'est une classe d'ouvriers pauvres qui travaillent juste par leur force mécanique et qui baignaient dans des problèmes. C'était une classe, مظلومة, محقورة. Et le syndicalisme et le socialisme, ça s'est développé durant cette période pour défendre les droits de ces ouvriers. Donc, المرحلة دي كان عندنا une stratification sociale, كان عندنا les bourgeois, les riches, les patrons d'usines qui avaient pouvoir d'argent, pouvoir industriel. On avait la classe moyenne, les savants, les médecins, les avocats, les théoriciens, etc. Et on avait les ouvriers, les prolétaires.
On arrive maintenant à l'illustration que j'ai publiée au niveau du groupe. Donc ça c'est une coupe. Là, on ne peut pas définir la forme du bâtiment parce que la coupe, la section elle est rectangulaire, mais le bâtiment peut avoir une autre forme. C'est pas ce qui nous intéresse. Tout d'abord, essayons de voir les hauteurs ce plafond. La hauteur ici, la hauteur là, la hauteur là, là et là. Donc la stratification sociale, les classes sociales des bourgeois et les classes moyennes avaient une hauteur sous plafond conséquente. Donc un irtifa kbir. Par contre, les classes les plus démunies et les très pauvres avaient des hauteurs de sous plafond très réduites. La décoration, bien évidemment, c'est une décoration très riche, on a une décoration moyenne, on a absence de décoration, on a carrément un milieu de vie non favorable, où on a carrément humidité, infiltration des eaux, manque de lumière naturelle, etc. Si on essaie d'observer au niveau de la façade, ici on a un balcon avec des décorations, pilastres ou colonnes. Il y a moins de travail décoratif, c'est très réduit, on a une toute petite fenêtre. Donc ici on a premier étage, deuxième, troisième étage entier, ou on l'appelle un étage mansardé, c'est-à-dire un étage avec une partie tronquée, ou là une toiture inclinée. Le rez-de-chaussée c'était commercial, donc que ce soit pour restaurant ou là pour une activité secondaire. Donc la stratification sociale, c'était selon cette classe, c'était selon cette manière. Et on l'appelle un immeuble de rapport parce que c'est un immeuble où on va louer les espaces dans les différents niveaux. Par rapport à notre période, donc il y a eu un changement, c'est-à-dire les gens maintenant préfèrent habiter au dernier étage pour profiter d'une terrasse avec une vue, etc. Ce qui n'était pas le cas durant cette période de temps. Donc on a les années 1800, début des années 1900. Le volet culturel, donc on a la théorie de Darwin qui contredit la Bible et les autres pensées religieuses, ce qui a fait que le raisonnement scientifique voulait encore plus de force et avait un recul de la religion. Beaucoup d'historiens considèrent que cette période, c'est-à-dire les années 1800, c'était la fin de l'Église, la fin de l'influence de l'Église et de la religion au profit, fi salih, un raisonnement scientifique et rationnel. Le niveau culturel d'une manière générale était en hausse, fi irtifa, grâce aux journaux, au cinéma, les différents moyens de communication. Il y avait aussi des échanges culturels très intéressants et très importants entre les pays grâce au transport. Donc maintenant, les gens peuvent se déplacer vers la Grèce, en Amérique, etc. pour voir ce qu'il y a, puisqu'il y a les moyens de transport nécessaires. Dans le volet artistique, il y avait l'émergence de l'impressionnisme et la rupture avec les principes de la perspective. Donc le travail, il est axé sur la composition et la lumière pour représenter les sujets selon l'interprétation du peintre. Comme Monet, Van Gogh, Pissarro. Donc ça, c'est une peinture impressionniste. Oui, c'est pratiquement la même scène, même rue, mais dans des contextes différents. C'est-à-dire, là, on est en automne, je trouve pratiquement au coucher de soleil, la couleur orange, etc. Là, c'est en printemps, peut-être là en été, avec les ombres qui sont portées au sol, etc. Et pourquoi on ne s'intéressait plus au dessin avec qui reproduit d'une manière fidèle la réalité? Parce qu'on a eu l'invention de l'appareil photo. Donc l'appareil photo, euh, il permet d'avoir sur un papier une image réelle. Donc le peintre, il ne va pas perdre son temps à dessiner des détails pour montrer la réalité, mais il doit s'intéresser maintenant à ajouter une touche artistique et s'intéresser à d'autres volets autres que la représentation photoréaliste.
Là, par exemple, c'est une scène où l'objectif de la peinture, c'est pas de décrire la forme de la gare ou la forme du train, mais c'est pour donner cette impression d'un espace étouffé, pollué, avec beaucoup de fumée, etc. Donc là où l'objectif, tu as l'impressionnisme. Par la suite, on dit que le 19e siècle, c'est l'explosion des tendances et mouvements artistiques avec l'expressionnisme, le symbolisme, le cubisme, pour ne citer que ces trois. Donc là, c'est le cubisme, c'est clair. Donc on travaille avec des formes géométriques, des lignes droites, des superpositions de différents plans. L'expressionnisme, on s'intéresse à l'expression, aux expressions ta'abir, au mouvement, aux personnages, à certaines scènes réelles. Là, par exemple, c'est une scène de guerre. Et le symbolisme, on essaie de faire référence à une symbolique, par exemple des instruments de musique, des miroirs, des ailes, des animaux, etc. D'une manière générale, il y a eu aussi des transformations sur le volet urbain, notamment l'avènement de ces moyens de transport. Donc la ville, elle doit accueillir un tramway, elle doit accueillir une voiture et des voitures et un marché donc pour vendre les différents produits puisqu'il y a beaucoup de machines et beaucoup de production. On a aussi la naissance des zones industrielles, c'est-à-dire c'est une concentration de beaucoup d'usines à un seul endroit où il y avait beaucoup d'emplois, où il y avait les gens qui cherchaient aussi l'emploi vers les parties urbaines. Parmi les premières conséquences de cette révolution industrielle, c'est la naissance d'un type d'édifice dédié à l'exposition des produits. Euh, ce des expositions universelles. On a commencé à Londres en 1851. L'objectif, c'était d'encourager les échanges et exposer les produits. C'était quoi? C'était des bâtiments immenses qui contenaient. C'était des halls d'exposition, que ce soit la foire. Ok. Et c'était aussi une occasion pour tester les nouveaux matériaux, les concepts et les différentes formes architecturales. Par exemple, la première exposition à Londres, c'était dans ce qu'on appelait le Crystal Palace, qui était un bâtiment qui avait une surface de 75 000 mètres carrés, 7,5 hectares. C'est une structure métallique plus du verre, qui était le plus gros bâtiment construit dans le temps. Et ça, c'est un nouveau type d'édifice. Et c'est un nouveau type puisqu'on avait un nouveau besoin. Le besoin, c'était exposer des produits, exposer une marchandise, euh, créer un lieu d'échange entre les industriels et les commerçants. À l'intérieur, donc, on exposait des produits, des machines et beaucoup de choses. L'exposition universelle de Paris en 1867. Oui, par exemple, on a la galerie des machines. C'est un hangar avec une structure métallique parce qu'elle permet d'avoir des portées très importantes avec du verre pour avoir de la transparence et la pénétration de la lumière euh, à l'intérieur. Donc là, vous remarquez que qu'au niveau des façades, on utilise le matériau et on ne s'intéresse pas beaucoup aux éléments décoratifs, puisque l'objectif ici, c'est avoir une surface libre à l'intérieur où il n'y a pas de poteau pour exposer des objets qui ont une taille importante. De l'intérieur, donc on voit la verrière dans la partie supérieure qui fait pénétrer la lumière et les machines. Donc il y avait énormément de machines Hinaya. Et en 1889, il y avait une autre exposition universelle à Paris. Et c'est à cette occasion il y a eu la construction de la tour Eiffel.
Donc, en conclusion, cette révolution, c'est le passage d'une société artisanale et agricole vers une société industrielle et commerciale. Parce qu'avant, la production des différents produits elle se faisait d'une manière artisanale, manuelle, بطرق تقليدية, et la société elle était généralement agricole. Maintenant, رجعنا vers une société qui se base sur le travail industriel et bien sûr les produits vont être commercialisés. Donc, le principal levier économique, c'était l'industrie plus le commerce. Donc, là, c'était le travail avec des méthodes classiques, avec des méthodes mécanisées et des machines. On a un faible rendement, on a un rendement supérieur, donc il y avait énormément de produits, on a la quantité et la qualité. On a la concentration de la population, c'était au niveau des campagnes. On a la concentration, c'était au niveau des villes. Et on sait pourquoi. Parce que les villes avaient une qualité de vie meilleure, parce qu'il y avait l'électricité, il y avait l'éclairage public, il y avait les moyens de transport, etc. En plus, il y avait du travail. Parce que les villes, les zones industrielles et tout le travail, c'était au niveau des villes. On verra par la suite, dans le prochain cours, Inch'Allah, comment ce changement au niveau social, au niveau économique, au niveau artistique, et surtout cet avènement de l'industrie en masse, l'industrie au niveau des villes, ça a eu quoi comme conséquence? هذا حيكون موضوع تاع le prochain cours Inch'Allah qu'on donnera en présentiel ce mercredi bismillah. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à ce mercredi Inch'Allah.